travailles en bio et en biodynamie. Ouais. Et donc bio, on voit à peu près ce que c'est. Mais déjà, pourquoi travailler en bio et pourquoi aussi peut-être orienter vers la biodynamie? C'est un peu la philosophie du domaine, c'est-à-dire notre objectif c'est de laisser vraiment nos cépages et nos terroirs s'exprimer en fait. C'est-à-dire que même quand on était en bio, on n'utilisait pas de levure industrielle et on essaie de faire le moins d'action possible sur le vin en cave. Okay, ouais. C'est-à-dire qu'en déméter, en fait, globalement, une fois que mon vin passe au pressoir ou que je le mets en macération, ça va en cuve et après en fait on ne touche plus jusqu'à ce qu'il soit prêt pour nous. Okay. Et l'idée c'est vraiment de le laisser faire, aller vers là où il veut pour qu'il puisse exprimer au maximum son cépage et son terroir en essayant de l'influer le moins possible. Donc en fait, comme on travaille sur des petits rendements, ce qui se passe c'est que mes vignes elles vont être moins vigoureuses, j'ai moins de bois, moins de feuilles. Du coup en fait c'est plus rapide à tailler et tirer en hiver. Pareil pour remonter les fils vers fin printemps, début été, quand on range la vigne, vu qu'il y a moins de feuillage c'est vachement plus simple. Et en fait vu qu'elle est beaucoup moins dense en termes de bois, de feuillage, j'ai pas de microclimat en fait dans mes vignes, c'est-à-dire que ça sèche plus vite avec le vent. Et comme les principales maladies c'est des champignons, j'ai vraiment pas beaucoup de problèmes de maladies en fait. Donc en fait tu es dans un système un peu gagnant-gagnant où finalement tu pousses le bio un peu plus loin et ça te permet d'avoir un meilleur rendu au niveau de la qualité de ton vin. Étant donné qu'on touche quasiment pas à nos vins en cave, ouais. En fait moi donc ce que mes parents m'ont appris, c'est que pour faire un bon vin en fait, c'est pas le travail en cave pendant la vinification. C'est vraiment tout. C'est vraiment le travail tout au long de l'année pour avoir une plus belle récolte possible. Et ensuite, c'est cette récolte qui va faire le travail. Ouais. C'est notre philosophie et c'est comme ça qu'on essaie de faire nos vins. Et puis ça me permet de continuer de travailler dans les vignes, ce qui est quand même bien parce que pour moi, si c'est pas moi dans les vignes, c'est pas vraiment mon vin au final. Et donc c'est un système qui nous plaît, on va continuer comme ça. Ouais, si tu peux rapidement nous expliquer un peu genre ta philosophie par rapport au vin alsacien et la complexité en fait de notre terroir et de tous les différents cépages qu'on a. Pour moi, on a de la chance en Alsace, justement parce qu'on a beaucoup de cépages et vraiment une multitude de terroirs différents et ça nous permet un peu de pouvoir faire ce qu'on veut en fait. Ouais. Finalement, tu fais quand même des choses différentes de ce qu'on a l'habitude de voir de manière classique en Alsace. C'est ça, il y a des nouvelles techniques. Et mon intérêt premier, c'est de faire des choses qui me plaisent. Donc c'est pour ça qu'ils sont quasiment tous secs. Et comme j'aime bien les rouges, je fais beaucoup de macération. Et du coup, ça pour moi, c'est vraiment intéressant. Surtout que le rouge, c'est pas vraiment la spécialité de l'Alsace. Enfin, non, on n'est pas connu pour. On n'est pas vraiment connu pour ça. Mais dans quelques années. Grâce à Domaine Bechtel. Non, peut-être pas. Mais en tout cas, je continuerai de faire des rouges parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et justement, je suis content d'être en Alsace pour avoir cette chance-là. Gewürztraminer 2019, comme un rouge. Déjà, au niveau de la bouteille. Alors, de toute façon, on va vite voir voir je pense. que c'est pas un Gewürz classique. Ouais, ok. Alors, comme un rouge, tout simplement, en fait, parce que ce Gewürztraminer est vinifié comme si c'était un vin rouge. On va approvisionner le caméraman aussi. Ça se voit déjà au niveau de la couleur, il est vraiment jaune, limite orange. Limite orangé. Ouais. Dès qu'il arrive en cave, ça part en macération, donc raisin entier dans une cuve. On laisse en macération 5-6 jours. Et ensuite, pressoir, et ça va direct en cuve inox. Et donc la macération, en fait, pour nous c'est très pratique, ça va permettre une fermentation plus rapide, étant donné que le jus va directement être en contact avec les peaux, là où il y a les levures naturelles qui sont présentes. Et c'est aussi intéressant, ça permet de découvrir une autre facette en fait du Gewürztraminer. Ah, c'est marrant, déjà rien que la couleur, ça intrigue. Parce que déjà il va être complètement sec, vu que la fermentation a été faite complètement. Il aura un côté aussi un peu piquant, perlant en bouche, parce que j'ai pas dégazé. Parce que pour moi, sur les vins comme ça, je trouve que ça donne un côté plus vivant en fait. Le fait qu'il y a un tout petit peu de gaz carbonique. Et ce qui est intéressant donc, c'est qu'on n'aura pas du tout le côté exotique du Gewürz. On peut le sentir peut-être un tout petit peu au nez. Mais en bouche, ce sera un côté très épicé en fait, qui va se manifester. Je pense que c'est plus intéressant de déguster ce vin sans savoir que c'est un Gewürztraminer. Parce que comme ça, il n'y a pas tous les a priori qui vont venir en compte.
Mais ça se marie vraiment très bien avec toutes les cuisines épicées en fait, tout simplement. Donc cuisine asiatique, ça ira très bien. Effectivement, on est. Ça sent le Gewürz, hein. T'as vraiment l'impression d'avoir du Gewürz, mais c'est vrai que quand tu le prends en bouche, d'un coup, ça. C'est pas du tout ce à quoi tu t'attends. Alors pour le coup, ça va complètement à contrario du problème un peu de l'Alsace que j'avais dit avant, du fait qu'on a ça complexifie encore la 25 vins chose. sur la carte, parce que du coup ça complexifie encore la chose. Parce que là, du coup, forcément, Ça fait un vin en plus sur la carte. Après, moi j'ai la chance, comme on est vigneron indépendant et que mon père a bien travaillé, on a une clientèle de particuliers en fait quasi exclusive. les habitués. Et du coup, on arrive quand même à s'entendre avec eux, vu que c'est des gens qui nous connaissent depuis longtemps en fait. Donc il y a le dialogue toujours avant la vente. Et ils goûtent aussi, les particuliers goûtent quasiment toujours avant d'acheter. Et donc c'est plus facile de gérer ce côté-là pour nous. L'important pour nous, c'est vraiment de faire des vins qui nous plaisent à nous. S'ils plaisent à nos clients, c'est magnifique quoi. Mais disons, si un client veut m'acheter une bouteille de Gewürz rouge, je vais lui faire goûter avant, parce que je sais très bien que ça va pas plaire à tout le monde. Ouais. Et que j'aurais beau lui expliquer, c'est sec, ça a été macéré, nanana, il vaut mieux goûter avant, parce que comme ça au moins, c'est la meilleure des manières de savoir si on aime ou si on aime pas. Oui. Ouais, c'est bien, après franchement, moi j'aime bien cette mentalité de se dire je fais un truc qui me plaît, après les gens adhèrent ou adhèrent pas. C'est en fonction de chacun, tu vois, s'ils adhèrent. Et de toute façon, c'est le problème et la chance de l'Alsace. Donc le problème, on a beaucoup trop de choses différentes, mais la chance, c'est qu'on peut faire vraiment plein de choses différentes et on peut faire des choses qui nous plaisent vachement facilement. Pinot Gris oxydatif de 2007. Donc en fait, c'est ma cuvée, enfin la cuvée de mon père, histoire d'oser. Et donc pour la petite histoire, ce qui est assez sympa avec ce vin, ça ressemble beaucoup à un vin jaune du Jura. Et donc en fait, en 2007, donc mon père a vinifié ce Pinot Gris et l'a mis dans des barriques. Et comme dans la famille, on est des gens très organisés et très rangés, il s'est dit, on va poser ces deux petites palettes devant les barriques pendant quelques temps. Et donc 5 ans plus tard, quelle ne fut sa surprise lorsqu'il déplace ses palettes de retrouver ces deux merveilleuses barriques. Et donc il décide de goûter ça avec le Nola. Et il se rend compte que donc ça a commencé en fait à se vinifier sous voile, étant donné que les barriques n'ont pas été houillées, donc re-remplies. Et ils ont décidé ensemble avec le Nola de laisser le vin aller au bout des choses et de s'oxyder complètement en fait. D'en faire un vin jaune en fait. C'est ça en fait, comme un vin jaune. Et donc ça a mis encore 3 ans. Et du coup en 2015, on a commencé à le mettre en vente. Et en fait ça se déguste vraiment comme un vin jaune du Jura. Et c'est 100% Pinot Gris. On n'en fera pas tous les ans, déjà parce qu'il faut 8 ans pour le faire. Tous les ans vous n'allez pas Et oublier parce que, deux voilà, barriques. on évite de perdre nos barriques tous les ans. Mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant et je pense que je vais essayer d'en faire tôt ou tard. Ça sent, en tout cas ça sent le vin jaune au nez. Et ça goûte comme le vin jaune. Et avec un bon comté, ça se mariera très bien. Même si les francs-comtois ne seraient pas contents. Ouais, pour le coup on ressent bien la noix. Là c'est vrai que c'est un côté vraiment bien marqué. Ah, c'est super intéressant. Donc on va passer Pinot Gris comme un rouge. Donc même principe que sur le Gewürz en fait. Donc c'est un Pinot Gris qu'on vinifie comme un vin rouge. Et ça change complètement en fait la nature du Pinot Gris. Ça va se déguster comme un Pinot Noir léger. Il y a un côté sur le fruit rouge en fait qui va sortir. Petite tannicité également en fin de bouche. Et pour moi ça se marie très bien avec du gibier ça. Malgré le fait que ce soit vraiment doux comme ça, parce que le gibier c'est quand même. Enfin, tu vas manger. Oui, c'est vraiment quelque chose qui du sent sanglier, assez fort quoi. Tu sens la viande quoi. Mais on a fait des tests, hein. C'est-à-dire, on a bu des bouteilles, on a mangé de la viande. Combien de bouteilles? Et, C'est ça le problème. et on s'est rendu compte que ça nous plaisait, à nous en tout cas, sur le gibier.
Après, je pense que la meilleure manière de s'en rendre compte, c'est de tester. Hein. Ouais, c'est clair. Comment t'arrives à cette couleur du coup rosée à partir de... Alors en fait, la couleur dans les vins, ça va toujours venir de la couleur du raisin en fait. C'est-à-dire que les pinots noirs, les syrahs, ça donne des vins rouges parce qu'on fait une macération. Et que du coup, le jus va prendre la couleur de la peau en fait, des baies. Et d'ailleurs, quand on ira en cave après et qu'on goûtera les pinots gris macérés de cette année que j'ai fait, vous allez voir, la teinte est beaucoup plus marquée. Parce que cette année, donc on a eu un été extrêmement chaud. Soleil, ouais. Et du coup, en fait, c'est tout bête, mais moins de jus dans les baies. Et du coup, la proportion de peau est plus grande par rapport aux autres années. Et ça marque beaucoup plus en couleur. Tu la traites mal. On l'a reçu comme ça. Ouais, c'est ce qu'on dit. Du coup, ça c'est mon Pinot Gris 2020. Et comme tu peux voir, cette année, en fait, ça a vachement plus marqué en couleur les macérations par rapport aux autres que tu as goûté avant. Ouais. Et il est déjà clair, en fait. En fait, Il n'a pas été filtré. Hein. fait penser à de la grenadine en fait. Un peu. Il y a vraiment une couleur de sirop de grenadine. Et tu as le côté très fruité, justement, sur le fruit rouge qui est ressorti. Donc ça, il n'est pas fini. Il va encore avoir 8 mois d'élevage à peu près. Et donc cette année, ce que j'ai fait, c'est des macérations un peu plus courtes, justement, pour que ce soit plus sur le fruit et moins sur la tonicité, en fait. Tu sens bien le fruit, le côté fruit rouge. Je trouve que c'est quelque chose que j'ai tout de suite en bouche dès le début. T'as des barriques, t'as des cuves inox, Ouais, et derrière t'as encore des autres barriques un peu plus vieilles qu'on appelle des foudres. c'est ça, ouais. Et en fait, pourquoi tu vinifies à la fois dans des barriques et en cuve inox? Qu'est-ce que tu recherches en fait? Alors la cuve inox, l'intérêt principal, c'est que c'est neutre, en fait. Ok. D'ailleurs, il n'y a pas d'échange avec l'extérieur, sauf par le brûleur. Et ça, disons que ça n'influe pas vraiment sur le vin. Et le baril, ce qui est intéressant, c'est que ça respire. Donc il y a des échanges d'oxygène très légers avec l'extérieur. Ouais. Donc le bois, il va boire aussi un peu du vin. Du coup, tous mes rouges, ils sont tout le temps en barrique. Et pour les foudres, sur les vieux foudres en fait, donc déjà je les aime bien parce que ils ont un peu une histoire. Ah, c'est un côté historique, ouais. Donc mon père il les a utilisés pendant 20-25 ans pour certains quoi. Et on peut toujours très bien travailler avec. Pareil, j'essaie de mettre au maximum les macérations et les rouges dedans. Mais ça m'arrive de mettre des blancs aussi parce que vu qu'ils sont très vieux, ça va plus trop impacter sur le goût et que il faut qu'ils soient remplis tout le temps en fait. Ouais, parce que sinon Le le bois bois ça va se détériorer. Et... Bah là on voit bien que c'est de la matière vivante, hein. Il y a des craquelures, C'est ça, ouais. ça bouge. Hein. Bon, dans tous les cas, on suit tous nos vins. On essaie de les goûter toutes les 2 semaines, voilà. Mais avec les barriques, on est obligé de les suivre, étant donné que comme ça boit du vin, il faut les oublier de temps en temps. Et C'est la bonne excuse pour aller faire un petit tour dans la cave. C'est vachement plus sympa. C'est clair.